Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette conférence. Cette conférence, c'est la 3e édition. C'est-à-dire qu'on l'a déjà faite 2 fois. On est là pour vous présenter des magasins new-yorkais qui ont été repérés à l'occasion d'un store tour réalisé à Manhattan à l'occasion du salon NRF à New York. On vous en dira un petit peu plus. Et c'est une conférence particulière parce que, elle est en direct, donc elle est effectivement filmée et diffusée en direct sur Facebook. Bonjour à tous ceux qui sur Facebook nous regardent, merci aussi à vous. Et elle est particulière parce que vous aurez tous la possibilité de voter. On fait effectivement à la fin un palmarès sur ces 6 magasins. J'ai avec moi 3 experts que je vais vous présenter qui donneront leur avis, qui donneront leurs notes. Et à chaque fois, vous serez invité pour, de votre côté, dire quel est le magasin qui vous a le plus intéressé, le plus plu, que vous avez trouvé le plus innovant, quelles que soient les dimensions, dans l'expérience client, dans l'utilisation des technologies, dans le storytelling. Et à la fin, nous comparerons effectivement les résultats, sachant que les experts et le public, les voix seront à 50-50. Je n'ai pas pris la zapette, en fait, que j'ai oublié, donc c'est difficile de faire passer. C'est une conférence qui vous est proposée par le Cercle Marketing Client, une association à laquelle j'ai le plaisir d'appartenir depuis plusieurs années, au moins une quinzaine d'années. Merci. Hop. Qui, effectivement, réunit des professionnels dans la relation client, qui compte à peu près 400 adhérents et qui a la particularité d'être présente sur l'ensemble du territoire, à Paris, mais avec des délégations dans la région et dans le Nord, et j'essaye d'animer celle du Nord. C'est aussi le Cercle qui vous a proposé des conférences sur le futur du commerce ce matin dans l'une des salles experts. Alors, mes trois experts, Franck Rosenthal, ils vont se présenter un petit peu rapidement, qui est un expert en marketing du commerce. Ceux qui étaient là l'année dernière et l'année d'avant l'ont déjà vu. Et comme je l'ai dit l'année dernière, si vous allez de temps en temps sur les grands événements américains ou dans les malls américains, vous pouvez l'avoir rencontré, parce que je pense que c'est l'un des plus grands connaisseurs du retail américain. Ensuite, Jean-François Gomez, Microsoft, expert de la transformation digitale. C'est un vrai plaisir d'avoir Jean-François. Il n'était pas l'année dernière, mais il avait déjà participé dans le passé. Si vous avez l'occasion de le rencontrer par ailleurs, n'hésitez pas. Il a un discours super intéressant, super passionnant sur les innovations, la place des technologies et comment le commerce, la distribution, et ce n'est pas la même chose, sont en train d'évoluer. Et enfin, Laurent Guillaume qui est effectivement directeur général de Kantar, une société d'études, mais pas seulement, très connue effectivement des grandes marques et des distributeurs français. Et je vais laisser peut-être chacun d'entre eux se présenter, juste en ayant demandé avant, à Franck, là je suis allé un peu vite, de nous parler un petit peu de la NRF. Là c'est les prochaines dates, mais le Store Tour, ces magasins ont été sélectionnés à l'occasion d'un déplacement à New York en janvier dernier. Voilà, alors bonjour à tous. Et en fait, chaque année à New York se tient le Retail's Big Show, en fait, et c'est un événement qui est organisé par la NRF. Alors la NRF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fédération, c'est National Retail Federation, c'est la fédération américaine du retail, et qui a une particularité, c'est de regrouper 97% des commerçants américains, y compris les petits commerçants. C'est-à-dire que c'est vraiment la voix du commerce, c'est un peu ce qui nous manque en France, qui parle au nom de tout le commerce. Et ils organisent un salon à New York, donc en janvier. Et il y a à peu près 35 000 personnes qui participent et qui viennent du monde entier pour ce salon, qui est à la fois un lieu d'exposition sur les technologies, donc 550 exposants sur les technologies et les dernières technologies sur le retail, et puis un lieu de conférence aussi, où il y a pas mal de conférences inspirantes qui sont données par des dirigeants du retail. Voilà. Merci Franck. Un mot, Franck est expert effectivement dans le commerce américain, mais pas que, aussi bien sûr sur la distribution française. Tu as écrit un livre sur le sens récemment, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement cette conférence est en 2 parties, 3 quarts d'heure à peu près sur la présentation des magasins, une toute petite pause, et ensuite on vous propose effectivement un échange autour de l'innovation et le sens. Est-ce que l'innovation est toujours au service du sens dans le commerce? Pour passer à la prochaine diapositive, peut-être. S'il vous plaît, Régie, est-ce qu'on peut mettre la diapositive?
je crois qu'ils sont occupés. Donc, Jean-François va peut-être te présenter rapidement, mais du coup, moi, je suis allé un petit peu loin. Ouais, Nicolas. Donc, je suis Jean-Françoa Gomez. Je suis en charge de tout ce qui est business développement sur le secteur de la distribution et du commerce chez Microsoft. Donc, ma responsabilité, c'est d'engager de la start-up à la grande marque sur justement toutes les transformations en cours aujourd'hui du retail. Aller explorer les nouveaux horizons qui sont en train d'émerger est un sujet absolument passionnant qu'on va partager ensemble. Merci. Laurent, un petit mot? Oui, je suis Laurent Guillaume, donc le responsable du groupe Kantar en France, qui regroupe 8 sociétés, certaines qui sont connues. Vous connaissez Sofres, TNS Sofres, d'autres un peu moins. On intervient dans tous les domaines, et notamment dans le retail, de façon très très importante. Voilà, et on est 1600 en France à travailler pour le groupe. Les marques qui sont connues, effectivement, Sofres, vous connaissez peut-être Kantar TGI, Kantar World Panel, qui sont des sources, effectivement, de connaissances clients et de consommation très très importantes sur lesquelles les grandes marques construisent effectivement leur stratégie, leur persona. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter 6 magasins: Adidas, Shinola, Sony, Converse, Amazon Book et Whole Food. On a essayé pour le faire, comme chaque fois, de les regrouper dans des catégories pour mettre un petit peu de contenu, de contexte autour. Donc la première catégorie, ce sera effectivement sur le storytelling. C'est quelque chose, et Franck en parlera et présentera à chaque fois chacune de ces catégories. C'est inscrire la marque, inscrire effectivement ses valeurs dans une histoire et être capable de la raconter effectivement aux consommateurs. La deuxième catégorie, j'en reviens. On est un chouïa loin, ou c'est moi qui dirige pas bien la zapette. Ouais. Hop, un petit peu de gym. Hop, j'en reviens. J'ai l'impression de. Bon, la deuxième catégorie, elle s'affichera pas. On reviendra dessus tout à l'heure. C'est effectivement sur l'innovation. Et ces deux sociétés qui ont choisi effectivement l'innovation technologique comme facteur différenciant et de faire vivre à leurs clients dans les magasins une vraie expérience. Et enfin, la dernière, alors c'est un cas à lui tout seul. On va parler de Phygital, là, effectivement, quand le digital arrive dans le monde physique. Et c'est Amazon avec Amazon Book et Whole Food, parce qu'il ne vous aura pas échappé, effectivement, que Whole Food maintenant fait partie de l'ensemble Amazon. Alors pour démarrer, je vous propose effectivement de vous rappeler comment ça va se passer. Vous pouvez tous voter, donc à chaque fois qu'on aura fini une présentation, je vous rappellerai effectivement les modalités. Vous allez sur le compte Twitter du salon, donc le salon c'est Connex Show sur Twitter. Et au moment de voter, apparaîtra un petit questionnaire, une question: quel est votre magasin préféré? Et vous aurez les 2 magasins que l'on vient de voir. Il suffira d'en sélectionner un. Et comme ça, à chaque fois, jusqu'à la fin de la conférence. Et je vous propose, après un court jingle, de démarrer effectivement la présentation. Merci. Donc les 2 premiers qu'on va présenter sont ces deux-là. Voilà, Adidas et Shinola. Qu'on a classé, alors Franck, tu vas nous dire pourquoi on les a classés dans la catégorie storytelling et pourquoi c'est important. Enfin, surtout pourquoi le storytelling est important. Alors, c'est quoi le storytelling? Le storytelling, si on fait une traduction littérale, en fait, c'est raconter une histoire. Et en fait, ce qui est intéressant, on va voir 2 exemples, mais complètement différents. Il y a Adidas qui raconte une histoire par l'architecture, on va revenir dessus, avec le design magasin. Et Shinola qui raconte une histoire, en fait, qui raconte sa propre histoire de marque. Voilà. Et en fait, le storytelling, ça sert principalement à intéresser les consommateurs dans un monde où il y a une profusion de l'offre et où il faut se différencier. Et plus que jamais, c'est important de se différencier. Donc quand vous avez une histoire qui est spécifique à raconter, et que vous la racontez bien et de façon intéressante, bah déjà vous faites un peu la différence. Ok, merci. Donc on va essayer de découvrir, avec quelques photos et des courts extraits vidéo, ces 2 magasins. Donc le premier, effectivement, Shinola, qui est là. Donc on voit là juste 4 photos.
Un petit mot peut-être, Franck, d'où ça vient. Shinola, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, en fait, là, on voit le magasin, le flagship new-yorkais de Shinola. C'est une marque qui est originaire de Detroit, aux États-Unis. Et en fait, au départ, c'est une marque de vélo. Et en fait, quand il y a la grande crise en 2008, la crise des subprimes aux États-Unis, l'industrie automobile est particulièrement touchée et General Motors va fermer une grande partie de ses usines, voire la totalité de ses usines à Detroit. Et en fait, Shinola, qui est originaire de Detroit, se dit on peut relancer d'autres activités. La ville n'est pas appelée à mourir. L'industrie dans cette ville n'est pas appelée à disparaître. Et on peut relancer les activités sous une autre forme. Et en fait, ils se décident à faire une marque d'horlogerie de luxe. Il n'y avait pas de marque d'horlogerie de luxe américaine. Ils se disent toute l'horlogerie de luxe, elle est en Suisse. Pourquoi pas aux États-Unis? Et en fait, ils vont former des collaborateurs qui les ont repris, qui sont des ouvriers de General Motors, qui travaillent à la chaîne. Ils vont les former, en fait, ils vont les faire former en Suisse par l'industrie horlogère. Et ils vont reprendre une partie des usines de General Motors, 600 salariés, et redémarrer une activité dans l'industrie horlogère. Et en fait, ça plaît énormément aux médias américains, ça plaît énormément au président de l'époque, c'était Barack Obama. Barack Obama achète des montres chez Shinola et donc se fait le relais publicitaire en fait, de la marque, qui devient très populaire aux États-Unis et donc qui raconte cette histoire. Et en fait, quand vous êtes dans le magasin new-yorkais, il y a aussi, au-delà de ce que vous voyez là, c'est-à-dire la mise en scène des produits, il y a aussi, on raconte l'histoire de personnes, de salariés de Shinola, en disant qu'ils ont été formés, qui travaillaient sur les chaînes de General Motors, qui aujourd'hui participent à une nouvelle histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, on incarne vraiment le storytelling. Ce que je vous propose, c'est juste quelques photos diaporamas en musique pour voir un petit peu ce qui dit storytelling, dit forcément effectivement mise en avant particulièrement soignée des produits. Voilà. Donc ça c'est le premier magasin. On va essayer d'aller un petit peu vite. On ne peut pas trop s'étendre, mais il y aura effectivement des commentaires par la suite. Le deuxième, effectivement, hop, c'est Adidas. Alors Adidas, on ne va pas faire une longue introduction. Tout le monde connaît Adidas. Je vais vous proposer de regarder un petit film et ensuite qu'on voit un petit peu l'analyse qu'en ont pu en faire nos différents experts. Merci. Alors, l'avis des experts, c'est vous, messieurs. Qui veut se lancer en premier pour nous dire ce qu'il a pensé d'Adidas et peut-être le comparer à Shinola, qui sont les deux magasins storytelling qu'on a choisis? Bon, j'y vais, je me lance. Alors, ouais, alors en fait, sur Adidas, quand vous êtes dans une ville comme New York et vous avez les marques de sport emblématiques, alors il y a Nike qui a 13 ou 14 magasins sur Manhattan. Adidas en a beaucoup aussi. Under Armour en a aussi. En fait, voilà, donc toutes les grandes marques de sport sont présentes. Quand vous ouvrez un nouveau magasin, le problème, c'est de se dire comment vous allez faire la différence. Et en fait, l'idée qu'on voit ici dans le film, et qui a été très bien traduite par les designers d'Adidas, c'est de faire un magasin qui ressemble
à l'univers du sport. Et le sport, il est incarné par des stades. Et donc, en fait, cette notion du stade, à la fois par des gradins pour faire les ateliers, vous allez retrouver ça, vous allez retrouver les gradins, vous allez retrouver tous les guichets, en fait, les caisses sont transformées en guichets, les cabines d'essayage sont transformées en vestiaires. Et en fait, ils ont repris en fait, toute la traduction du stade au sens large pour faire ça en magasin. Et évidemment, ça donne quelque chose qui est très spectaculaire et ça fait finalement un magasin de sport qui ne ressemble pas à un autre. Il y a même à un moment donné, il y avait une box de CrossFit qui était au rez-de-chaussée pendant un certain temps. D'autres commentaires, messieurs? Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est vraiment en immersion dans la marque. Et là, l'objet n'est pas de vendre du produit, etc. C'est vraiment de vivre la marque. Et ça, aujourd'hui, on sent bien que pour ces marques en fait, emblématiques, c'est juste fondamental de proposer des endroits où le client peut toucher la marque au-delà de toucher juste le produit. Ok, merci. Alors, on va voter pour garder un petit peu de rythme. Donc, chacun d'entre vous, vous avez 10 points à attribuer. Donc, Jean-François, tu as parlé en dernier. Combien tu as mis à Adidas? Combien tu as mis à Shinola? Alors, moi, j'ai mis 6. On ne se mouille pas. Pardon? On ne se mouille pas. Ex aequo. En fait, l'histoire est très différente, hein, puisque dans un cas, dans Shinola, c'est vraiment l'histoire en fait, d'une entreprise, d'une collectivité qui se met ensemble pour créer un produit. Et dans l'autre cas, Adidas, c'est vraiment toucher en fait, une culture d'entreprise, une vision autour des produits de sport. Donc les deux me semblent extrêmement intéressants. Franck? Alors moi j'ai mis 6 à Adidas, donc comme Jean-François, j'ai mis 7 à Shinola, parce qu'il y a vraiment une histoire intéressante et ils la racontent assez bien dans des détails. Voilà. Et en magasin, c'est le détail qui va faire la différence et c'est la somme de détails qui va faire qu'ils racontent vraiment une histoire et que la marque se rend empathique, sympathique et empathique pour les clients qui viennent en magasin. C'est une sorte de prime à l'exécution en fait. Alors, moi j'avais noté un peu mieux tous les candidats, J'ai remarqué, oui. mais Adidas c'est celui que j'ai noté le moins bien, donc à 6. Et Shinola, j'avais noté un peu mieux à 7, puisque comme le disait Franck, moi j'ai apprécié, j'ai vu le magasin, j'ai apprécié toute l'histoire en fait qui est autour de la marque, du vélo aussi, donc voilà. Mais ça ne sera pas mes préférés, je vous le dis tout de suite. On verra après. Donc vous avez, vous, la possibilité de vous rendre sur Twitter, sur le compte du salon Twitter, Connect Show. Et là, normalement, vous avez une question qui vient d'apparaître et vous pouvez voter pour le magasin que vous avez préféré. Je vous propose qu'on passe à la catégorie suivante, qui est effectivement l'innovation technologique. Alors, en un mot, qui s'y colle, pourquoi l'innovation technologique, pourquoi on en a fait une catégorie? Vous battez pas, hein. Vous aurez le droit de parler même après. Alors, bon, l'innovation, c'est s'il y a bien un thème qui est central dans le retail aujourd'hui, c'est celui-là. Je pense qu'il n'y a pas un distributeur aujourd'hui qui ne considère pas l'innovation comme étant une priorité. C'est un thème qui est de plus en plus impactant avec les possibilités qui sont offertes par la techno et par le développement du digital. Et c'est un thème qui va durer. Voilà. Après, la difficulté, c'est que dans un océan d'innovation, comment se différencier? Comment rendre l'innovation utile et accessible pour les clients? Et comment, là aussi, apporter un supplément de sens, en fait, à ce que peuvent faire certaines enseignes ou certaines marques. Alors, je vous propose de voir quelques photos sur le magasin, alors qui a une entrée monumentale, effectivement, qui est l'immeuble qu'on voit en bas à droite, qui est assez spectaculaire. Et on sans doute une très belle place donnée à l'expérience utilisateur. On est presque dans un parc d'attractions par moment, mais pas seulement. Je vous propose de voir un petit film avec une petite visite, quelques extraits d'une visite du magasin. Si on peut, voilà. Et si on le lance, ça ne lance pas?
Voilà, ils ont choisi un jeu de simulation paisible, on voit à New York, pour faire vivre une expérience aux consommateurs. C'est le premier, on reviendra dessus. Le deuxième magasin qu'on a mis dans cette catégorie-là pour l'innovation, c'est un magasin auquel on ne pense pas forcément pour l'innovation puisqu'il s'agit de Converse. Mais quand on va effectivement dans ce flagship à New York, eh ben, on descend au rez-de-chaussée, enfin même on descend au sous-sol. Et au sous-sol, il y a un superbe atelier où on peut faire fabriquer, personnaliser, si on peut passer la diapo suivante, où on peut effectivement faire personnaliser une paire de Converse. Laurent, tu as particulièrement apprécié, je crois, ce magasin. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as vécu? Tu y étais il y a une quinzaine de jours? La semaine dernière, pas spécifiquement pour aller voir tous les magasins, mais j'en ai vu la Merci plupart. d'avoir fait le détour pour Voilà. nous. Et j'ai eu un coup de cœur pour Converse, je ne l'ai pas caché, à la fois globalement sur le concept du magasin où il y a une véritable adéquation entre l'offre et puis tout l'environnement de marque, jusqu'aux vendeurs qui sont véritablement emblématiques de tout ce que la marque a essayé d'exprimer depuis 100 ans. Et puis naturellement pour cet atelier Black Canvas au sous-sol, où vous avez la possibilité, alors en 1 heure, de faire customiser une paire de Converse. Alors, j'en discutais avec Franck qui me disait c'est pas tout à fait le cas parce que la vraie customisation prend quelques semaines, hein, mais en tout cas, c'était fabuleux parce qu'on pouvait choisir effectivement son tissu, sa forme, en tout cas pour tout ce qui est mainstream. Voilà. Et puis un accueil fabuleux. Mais peut-être que Franck, tu veux dire quelque chose? Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que globalement, la place qu'ils ont réservée à la personnalisation, on est sur 2 niveaux. Donc, c'est le sous-sol par rapport à l'accès Ouais, rue, c'est quoi, vrai. en fait. Et c'est quasiment 50% de la surface du magasin, quoi. Et ça, c'est un effort qui est exceptionnel parce que quand vous savez le prix de l'immobilier à New York, bon, c'est globalement le prix de l'immobilier à Paris plus quelques pourcents en plus, de réserver 50% de la surface de son magasin à la personnalisation, c'est déjà assez osé, quoi, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, on retrouve de la personnalisation sur toutes ses formes. Il y a de la personnalisation qui est très accessible. C'est-à-dire, je vais choisir par exemple un lacet d'une certaine couleur, enfin, etc. Et il y a de la personnalisation qui est complète, où je vais faire tout le modèle. Je vais créer un modèle. Tout à C'est fait. ça qui prend 3 semaines ou 1 mois, quoi, en fait. Voilà. Et donc, ce qui est bien, c'est que en fait, toutes les formes de personnalisation sont accessibles. Et ils le font avec une très bonne pédagogie et avec un personnel qui est très bien briefé. Et ça, c'est aussi important. Et puis l'utilisation d'outils digitaux qu'on voit effectivement sur la banquette, là où vous pouvez effectivement manipuler, jouer avec la création de votre modèle. Vous choisissez les matériaux, vous tournez en 3D autour du Voilà, modèle. tout à fait. Ok. Donc une vraie expérience. Jean-François, un avis là-dessus ou peut-être même pour revenir sur Sony, la place de la technologie? Oui, effectivement. Microsoft devrait avoir quelque chose à dire. La vraie innovation, hein, c'est vraiment celle qui va rejoindre l'ADN d'une marque. Et l'innovation n'est pas juste là pour faire, je dirais, un feu d'artifice. Elle est vraiment là pour incarner la marque et pour l'amener dans le 21e siècle. Et là, en fait, Converse fait vraiment cet exercice puisqu'on voit bien que l'innovation sert au cœur, en fait, de son activité, qui est justement le développement de chaussures et avec des modèles, en fait, des chaussures qui sont quelque part connectées puisqu'elles sont en lien avec le consommateur puisque c'est lui-même qui la configure. À côté de ça, Sony, que j'ai pas très bien noté, bah, c'est juste en fait quelque part une explosion de super expériences technologiques, mais finalement on est loin de la marque Sony, si ce n'est que effectivement c'est de l'électronique, c'est du digital, c'est de l'informatique, mais c'est pas réellement de l'innovation, c'est pas vraiment de la prise de risque par rapport au cœur business. C'est pour ça que avec Converse, j'apprécie vraiment le fait que l'innovation est au service du cœur de l'entreprise pour justement amener ces produits dans le 21e siècle, des produits qui sont en connexion directe avec le client. Est-ce qu'on pourrait dire que Sony, en fait, c'est presque juste un showroom où on présente les produits et pas forcément de façon… C'est clairement un showroom, hein, tu l'as dit tout à l'heure, presque un parc d'attractions sur lequel on va jouer avec un certain nombre de technologies qui seront peut-être d'ailleurs pour un certain nombre jamais diffusées. Mais voilà, moi c'est vraiment quand on utilise la technologie, quand on innove dans son cœur business pour amener ce savoir-faire qui a plusieurs dizaines d'années sur justement les nouvelles générations de retail, c'est ça qui est passionnant en fait aujourd'hui. C'est ça le vrai défi pour les marques. C'est peut-être l'occasion aussi, Franck, de dire que sur ces grands magasins, on avait vu l'année dernière Samsung, bon, 50% dédiés à la personnalisation. Mais d'un côté, est-ce que ce sont des vrais magasins de retail avec des objectifs de vente au mètre carré extraordinaires ou est-ce qu'on est dans la démonstration et
l'image de marque en fait. Alors, en fait, il y a tous les cas de figure. On avait vu l'année dernière le Samsung 837 qui est le magasin d'expérience. Et par définition, Samsung a décidé qu'il ne vendait rien dans le magasin. C'est-à-dire que même quand vous allez sur les accessoires, vous pouvez leur demander, vous avez un Samsung Galaxy, et vous leur demandez, je cherche un nouveau cordon, ils vous disent où vous pouvez l'acheter à New York et ils ne vendent pas. Donc par principe, là c'est carrément extrémiste. C'est-à-dire que le magasin va faire 0 de chiffre d'affaires et c'est déclaré et c'est un objectif en soi. C'est-à-dire qu'ils ne veulent rien vendre. Sur Sony, c'est assez proche de ça, c'est-à-dire c'est un showroom. L'objectif c'est que les clients ou les visiteurs s'approprient les technologies. Ils font des choses qui sont assez intéressantes dans le test des produits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour vous dire que vous avez testé un appareil photo, ben, ils vont vous le prêter pour la journée entière. C'est des appareils photo qui peuvent coûter 2000, 3000, 4000 $ pour aller faire des photos sur New York. Et ils vous demandent juste une pièce d'identité en caution, quoi, en fait. Voilà. Donc, après, ils ne sont pas orientés sur la vente. C'est-à-dire que si on regarde le magasin de Sony qui s'appelle Sony Square, et si on regarde les chiffres de vente, c'est sûr que ce n'est pas ça qui va bouleverser le business de Sony. Et après, Converse, on est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'on vend réellement des produits. Et vous avez le rez-de-chaussée en fait, du magasin qui est consacré à la vente de produits et il est au cœur de Soho, il voit défiler pas mal de clients et il réalise un très gros chiffre d'affaires. La personnalisation, on est plus pour l'image. Voilà. Il n'y a pas non plus, mais il prépare la marque sur tous les terrains de demain et sur la personnalisation et aussi qui va se faire beaucoup sur le digital. Donc ils apprennent aussi avec toutes les formes de personnalisation à savoir ce que veulent les clients, ce qu'ils comprennent, ce qui leur paraît le plus accessible. Est-ce que je veux une personnalisation complète mais je dois attendre 3 semaines ou est-ce que je veux une personnalisation immédiate mais simplifiée et je peux l'avoir en 1 heure. Voilà. Et bien ça, en fait, si vous ne l'expérimentez pas et si vous ne l'expérimentez pas en réel, c'est difficile de le savoir. Okay. Merci. Est-ce que je peux avoir vos notes? Oh. Je vais commencer. Moi, j'ai donné 8 à Sony parce que, indéniablement, quand même, l'exposition technologique est assez fascinante, mais ça reste qu'un showroom, de mon point de vue. Donc, j'avais un peu l'impression d'être à la Cité des Sciences. Hein. Voilà. Et Converse, j'ai mis 10 parce que c'était mon coup de cœur. Je ne sais pas si mes collègues le partagent. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, moi Sony, j'ai pas trop apprécié, donc j'ai mis 3. Oui. En revanche, Converse, j'ai mis 6. Pas trop. Effectivement, pas trop apprécié, j'ai mis 3. Franck? Alors, Sony, moi j'ai mis 6, ne serait-ce que parce que j'ai eu la chance là, de pouvoir faire une partie de PlayStation en réalité virtuelle et sur une taille qui dépasse celle du salon et de la console habituelle. Et c'est assez exceptionnel. Et c'est en ça que c'est un magasin d'expérience. Évidemment, là, l'expérience n'est plus du tout la même. Donc, j'ai mis 6. Et Converse, j'ai mis 7. Parce que je pense que sur la personnalisation, si on dit que c'est une tendance importante, ils font exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est en tout cas très, très juste. Et c'est assez spectaculaire quand même, la façon dont ils le font. Il faut juste qu'ils le fassent plus vite quand on veut une personnalisation complète. Ouais, mais ça va venir. Ça va venir. Le problème de la personnalisation complète, en fait, pour avoir discuté avec eux, c'est que ça part en Asie. En fait. Voilà. Il y a un petit peu de transport tout de même. Est-ce qu'on peut remettre la diapositive avec l'invitation au vote du public? Donc sur le compte Twitter, à nouveau, vous devez avoir une deuxième question qui va vous permettre de voter entre Sony et Converse à l'instant. On va attaquer la troisième catégorie, alors qui est une catégorie. Pourtant j'ai les bras longs, mais là, paf, et à chaque fois, je tape 2 fois. Hop. Donc, on est carrément dans le cas Amazon. Donc les deux, on va parler d'Amazon, mais de 2 façons complètement différentes. Et grosso modo, on va parler du quand le digital rencontre le physique, et on va parler effectivement de phygital. Est-ce que, Franck, tu peux nous dire un mot là-dessus? On va dire un mot. On a pris l'exemple d'Amazon et vous verrez de 2 façons en fait sur leur entrée dans le retail physique. Alors, il faut juste expliquer où en est Amazon aux États-Unis et dire et donner quelques faits là-dessus. D'abord, ils arrivent à une part de marché sur le e-commerce aux États-Unis qui est pas loin de 50%. Donc, quand vous arrivez avec à cette part de marché, en fait, leur seul objectif, c'est de stabiliser la part de marché en espérant qu'il y aura le moins de lois pour limiter les choses. Mais ils ne vont plus gagner beaucoup puisque vous avez la moitié du marché du e-commerce aux États-Unis. Donc, si vous voulez continuer de croître, et c'est leur objectif, c'est-à-dire ils sont rentrés
tout secteur confondu, tout retailer confondu, et je ne parle pas simplement sur l'aspect e-commerce, ils sont rentrés comme étant le 10e distributeur américain. Ils veulent aller dans le top 3. Là, je ne parle pas en valorisation de marque, hein, je parle en chiffre d'affaires. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En valorisation de marque, évidemment, ils sont en tête. Ils veulent aller dans le top 3. Si ils restent que sur le e-commerce, ils seront dans le top 3 peut-être dans 30 ans. Et encore, ce n'est pas sûr, même avec la croissance actuelle du e-commerce. Donc, ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas d'autre choix pour accélérer le business que d'aller dans le retail physique qui représente encore globalement entre 86 et 90% de l'activité totale du commerce aux États-Unis. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que le plus gros potentiel de développement par rapport au digital dans le commerce aux États-Unis, il est sur l'alimentaire. Sur l'alimentaire, aujourd'hui, vous avez 3 à 4% du marché qui est réalisé en digital et en e-commerce. En France, il y a Kantar qui sort beaucoup de chiffres là-dessus. On est à peu près à 6% avec le drive, 6,5%, hein, c'est à peu près ça. Donc, on est plutôt en avance par rapport aux Américains. Ça dépend sur quel plan, parce que nous, c'est le drive qui fait quasiment la totalité du business. Et donc, dans l'alimentaire, il y a des études et des projections qui montrent qu'entre 2022 et 2025, on atteindra 20% du marché de l'alimentaire sur le digital. Donc vous voyez le potentiel qui est absolument énorme. Donc pour Amazon, il faut passer par les magasins pour aller sur ce sujet-là. Et pour Walmart, c'est l'inverse. Il faut passer par une croissance digitale pour aussi être à l'arrivée parmi les gagnants. Ceux qui n'iront pas prendre une grosse part de marché de ces 20% qui vont basculer, ça sera clairement les perdants de demain, quoi, en fait. Et je vous propose de voir, merci Franck, je vous propose de regarder effectivement quelques éléments de réponse. Donc là, vous avez sur la diapo suivante quelques photos. On est sur le magasin Amazon Books. On va voir une petite vidéo d'une visite du magasin dans la foulée. Merci. Et avant de commenter, on va regarder. Là, vous avez quelques photos. Alors, on n'a pas de film sur Whole Food. J'en avais trouvé un, mais il n'était pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte un petit peu ce qu'est Whole Food Market? C'est un endroit où on fait ses courses, c'est un endroit où on mange, c'est un endroit où on peut passer du temps. Whole Foods, au départ, c'est une enseigne qui est originaire de Austin, au Texas, créée en 1984. Et si on revient donc 34 ans en arrière, aux États-Unis, le problème de la qualité de l'alimentation est un vrai sujet. Et Whole Foods est tout de suite parti sur ce sujet-là en proposant une offre très orientée sur le bio. Et puis très vite, au fur et à mesure des années, ils se sont développés, ils sont passés du Texas à la Californie, à la Floride, enfin ils sont allés plus ou moins dans tous les États, jusqu'à avoir 450 magasins. Et ils sont positionnés sur le mieux manger, manger plus sain. Le bio étant une des promesses qui justifie cette promesse du mieux manger et du manger sain. Il y a chez Whole Foods une qualité d'exécution qui est parfaite. C'est-à-dire c'est un modèle pour beaucoup de distributeurs alimentaires français sur l'exposition notamment de la partie des produits frais, quoi, en fait, des produits frais marché. Parce que c'est très spectaculaire, parce qu'ils veillent à avoir un merchandising avec des très belles couleurs, à avoir une disposition qui est toujours agréable et bien rangée, enfin, etc. Voilà, donc ils travaillent beaucoup là-dessus. Les packaging sont très chouettes, très transparents. Voilà, beaucoup de travail sur les packaging, sur l'exposition des produits, sur la relation client aussi avec pas mal de personnel en magasin. Et en fait, Amazon a racheté Whole Foods pour se développer sur l'alimentaire et aussi
pour investir. C'était un peu 14 milliards de dollars pour le rachat de Whole Foods. Et pour avoir aussi 450 magasins qui leur servent aussi de point de logistique et de point de retrait, soit pour les commandes. Donc ils ont mis des lockers. Donc ça c'est fait. Ça a été déployé en un peu plus d'un an sur tout le parc de Whole Foods. Vous avez des lockers Amazon qui sont présents maintenant à l'entrée des magasins. Et puis aussi pour proposer toute la galaxie Amazon de produits et de services. Produits, c'est les produits techno d'Amazon, donc il n'y avait pas de non-alimentaire, pour reprendre le terme des distributeurs chez Whole Foods. Et ben, en fait, ils ont fait rentrer les produits technologiques. Et si vous prenez le dernier mois de décembre, la plus grosse vente chez Whole Foods, ça a été les assistants vocaux, et notamment Amazon Echo, quoi, en fait, qui a été le produit le plus vendu, en volume et en valeur. Donc c'est assez spectaculaire. Voilà, donc, et puis maintenant, dernier basculement vers la culture Amazon pour Whole Foods, c'était, ils n'avaient pas de programme de fidélité. Le programme de fidélité, en fait, c'est Prime. Et si vous êtes membre Prime, vous avez 10% de réduction supplémentaire sur les promos. Et vous avez des promos spécifiques, des deals qui vous sont réservés en tant que membre Prime. Voilà, donc voilà le virage qui a été pris par Amazon. Par Whole Foods sous l'impulsion d'Amazon. Il n'y a pas trop de chiffres. Amazon n'est jamais très dispendieux sur les chiffres qui circulent, donc on ne sait pas. C'est très difficile aujourd'hui. LSA fait un article il n'y a pas très longtemps sur le bilan de Whole Foods du rachat un an après. Moi, je trouve pas les chiffres qui ont été annoncés, c'est que le trafic a augmenté de 3% et je ne trouve pas ça très spectaculaire. Voilà, et après il faudra observer sur la durée, sachant que sur l'alimentaire c'est une petite enseigne, parce qu'ils ont à peu près 1 à 1,5% de part de marché sur l'alimentaire. Voilà. Est-ce que c'est la fréquence qui devrait être impactée ou plutôt la rentabilité, parce qu'avec les moyens mis en œuvre, on peut augmenter le panier, on peut augmenter, il n'y a pas plus de monde mais plus souvent? Alors, la rentabilité, c'est vraiment une volonté de faire venir plus de monde. La rentabilité, c'est un vrai sujet parce que Whole Foods développe beaucoup de marques propres, en fait. Et contrairement à nous en France, où on développe beaucoup de marques nationales pour la plupart des distributeurs, donc la rentabilité, dès que vous baissez les prix, vous baissez vos marges, quoi, en fait. Voilà. Même si ce n'est pas forcément la priorité numéro 1 de Amazon aujourd'hui, on sait qu'ils sont déficitaires dans le retail aux États-Unis, dans leurs activités retail. On sait qu'ils sont déficitaires dans leurs activités retail à l'international. On sait par exemple aussi qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur la partie Amazon Web Services et qu'ils gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui sur la partie régie publicitaire, puisqu'ils sont passés numéro 3 aux États-Unis derrière Google et Facebook. Mais même quand vous êtes numéro 3 et très distancé par rapport à Google et Facebook, ce qui est le cas, c'est quand même 3 à 4 milliards de dollars de revenus publicitaires. Merci. Jean-François, Amazon Book, je sais que tu l'as visité aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas forcément vu ou on n'a peut-être pas prêté attention, parce que ça ressemblait à une librairie en fait. Voilà. Donc là je vais amener l'œil de Microsoft, un œil plus technologique. Derrière, en fait, toutes les réalités du commerce, il y a des infrastructures digitales. Et ces infrastructures, elles sont liées directement au cœur de l'activité. Et donc chez Microsoft, on a l'habitude de faire la différence entre 4 types de points de vente. On a des points de vente qui sont des showrooms, c'est là où on va vivre la marque. Il y a des points de vente qui sont des magasins. Magasin, c'est magasiner, c'est stocker. Donc c'est un élément de logistique. Demain, dans les magasins, il y aura 0 vendeur. C'est l'intelligence artificielle qui va entièrement piloter en fait la distribution des produits, parce que le client il veut que ça aille vite et qu'il n'y ait pas d'erreur. En revanche, dans les commerces, là où on commerce, là où on échange, il y aura une explosion en fait des recrutements, puisque là, les clients vont venir chercher du conseil, de l'accompagnement. Et il y a bien sûr les places de marché ou les galeries commerciales, là où on découvre en fait des marques. Et là où, quelque part, les clients sont des visiteurs et les vrais clients sont les marques. Donc on a 4 modèles pour les points de vente. Parfois sont mixés, on le voit en France notamment, on travaille de plus en plus sur le mix de ces compositions. Mais derrière, il y a un système d'information qui est totalement différent quand on fait de la logistique, quand on a un magasin ou quand on fait du commerce, on a des commerçants. Et donc là, sur le cas d'Amazon, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, typiquement, l'Amazon Book, on est vraiment sur une problématique de magasin. On a une extension en fait du stock en surface de vente
et on va retrouver toutes les règles que l'on a sur le site e-commerce. Et l'e-commerce, généralement, on est bien sur un modèle de distribution. On n'est pas sur un modèle de commerce, contrairement à ce que dit le nom. En revanche, chez Wallfood, on est sur un modèle de commerce. Là où en fait l'humain a énormément d'importance pour conseiller, pour mettre en valeur les produits, pour animer en fait le point de vente. Et là, on voit bien que les problématiques de marge, notamment d'efficacité opérationnelle, ne sont pas liées en fait à de l'informatique et à l'IA, mais sont liées réellement à l'engagement du personnel, et on a une scalabilité qui est liée à l'humain. Donc on n'a effectivement pas la même capacité de croissance que sur des modèles à base de supply chain et de logistique. Et donc ce qui est intéressant de ces deux cas, et principalement chez Wallfood, c'est qu'en fait Amazon, qui est, on va dire, Franck le rappelait, 50% à peu près de l'e-commerce aux États-Unis, met un pied dans le commerce. C'est-à-dire met un pied dans l'humain qui va faire l'échange, le conseil avec le client. Et c'est cette expérience qui est extrêmement intéressante de voir comment ce géant de l'informatique, ce géant des process et de la supply chain, eh bien, est en train de rentrer dans des problématiques qui sont vraiment humaines, que sont le commerce. Merci. Laurent, quelques mots. On a retrouvé dans ce magasin Amazon Book aussi, on a retrouvé, parce qu'on a l'habitude de voir sur le site web, vous l'avez peut-être vu, si vous avez aimé, alors vous allez adorer. On retrouve un petit peu tout ce savoir-faire. Ah, tout à fait. D'abord, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, retrouver ou découvrir le commerce chez Amazon Books, c'était quelque chose d'intéressant. Et puis, comme tu viens de le dire, retrouver une des difficultés lorsqu'on rentre dans une librairie, c'est de pouvoir avoir le conseil adapté sur la multitude d'offres qui s'offrent à vous. Et là, ce qui est très intéressant, et ce que tu as montré dans les photos, c'est que pour chaque bouquin, tu as une revue qui a été faite soit par un critique littéraire, soit par un internaute. Et donc, ça facilite énormément donc, le parcours client à l'intérieur de la librairie. Il se trouve que moi, je suis allé voir après Barnes & Noble sur la 5e avenue, qui est la librairie iconique à Manhattan, et qui, pour le coup, était très triste. Donc, moi, je trouve qu'il y a un shift très, très intéressant de ce point de vue-là, quand bien même j'aime beaucoup ce que fait Wallfood. Pour revenir sur Amazon Book, et pourquoi moi je le considère vraiment comme un point logistique, on a fait l'expérience d'un cadeau d'anniversaire. Je veux offrir un livre pour faire plaisir. Chez Amazon Book, en fait, ça sera extrêmement difficile parce qu'en fait, il va falloir s'appuyer en fait sur les meilleures ventes et sur les commentaires des produits. Donc déjà, on est un petit peu seul. Et quand vient l'étape du « est-ce que vous pouvez me l'emballer ?» Ah ben non, monsieur, on ne se fait pas d'emballage cadeau en fait. Parce que voilà, c'est pas intégré dans le pro. Donc on n'a pas l'accompagnement qu'on peut avoir chez un libraire et on n'a pas également la petite touche qui est l'emballage, etc. Donc c'est assez remarquable sur ce point de vue. C'est quand même peut-être la distribution d'un côté et le commerce de l'autre. Ce que tu disais tout à l'heure. Ok, je vous rappelle que vous pouvez effectivement voter. Il y a normalement une nouvelle question qui est apparue sur le compte Twitter Connect Show pour Amazon Book ou Wallfood. Et normalement, on vient de vous présenter les 3 catégories. On a fini sur les 6 magasins. Ce que je vous propose, effectivement, en régie, ils ont dû pouvoir analyser et combiner. Ah, on n'a pas encore donné les 3e, donc ils vont pas y arriver. Heureusement que tu es là. Est-ce que tu peux me donner, effectivement, tes notes sur ces 2 derniers? Alors, moi, sur Amazon Books, j'ai mis 9, parce que je trouve que ça ne remplace pas la relation avec le libraire, mais c'est un modèle qui est complémentaire. Et je trouve que c'est intéressant dans la librairie de pouvoir faire ça. Et il se trouve que c'est très attractif. Et pour le moment, ils en ont une vingtaine. Ils en ont ouvert une vingtaine aux États-Unis, ce qui paraît encore faible. Je pense qu'ils en ouvriront beaucoup parce que c'est un concept dans lequel, à n'importe quelle heure, il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, Wallfoods, j'ai mis 8. Mais j'ai mis 8, ça n'a pas de rapport avec Amazon. C'est sur ce que fait l'enseigne et ce que fait bien l'enseigne. Et c'est vrai que ça donne envie, quoi. En fait, quand vous voyez les produits frais et les produits frais marcher, ça donne envie. Et je crois que c'est le plus important aujourd'hui dans l'alimentaire, c'est de donner envie aux gens, quoi, en fait. Voilà. Et c'est un lieu de restauration très important pour les New-Yorkais, hein, entre midi et 2. Voilà. Et c'est aussi, et c'est vrai ce que tu dis en complément, c'est aussi, ils savent faire la restauration sur place. Nous, il y a des expériences qu'on commence à voir en France. Il y a beaucoup à faire en termes de progrès. Et eux, ils ont des restaurants thématiques qui sont intégrés dans les magasins, alors avec des espaces dédiés,
Et ça a du sens aussi de prolonger sa visite. Donc ils ne sont pas simplement sur quel est le modèle le plus efficace pour passer le moins de temps au magasin, mais ils réfléchissent aussi sur apporter une expérience client positive et faire en sorte qu'on va prolonger sa visite et qu'on va dépenser plus. Et ça me semble être intéressant en termes de commerce, quoi, en fait, voilà. Jean-François, les notes. J'ai l'impression qu'il va y avoir une petite surprise. Là. Oui, alors moi j'étais très sévère avec Amazon Books, en fait, où j'ai mis que 2. Où ça En pique. fait, je n'accroche pas à aller me promener dans un entrepôt. Je préfère aller sur mon site web, sur mon smartphone, en fait, pour découvrir les mêmes critiques, les mêmes produits, etc. Alors c'est vrai que je peux tout de suite récupérer le produit, mais voilà, et la prise de risque, en fait, finalement, elle est minimum. En revanche, j'ai beaucoup apprécié Whole Foods. J'ai mis 5. Parce que là, voilà, c'est une vraie prise de risque, c'est une vraie bascule. Au même titre que Amazon commence à avoir ses propres produits, on le voit notamment dans le textile. Mettre un pied dans la notion de commerce, en fait, c'est également un exercice qui me semble extrêmement intéressant. Merci. Vous avez remarqué que quand il a beaucoup apprécié, il a mis 5. Voilà. Ça sera sans doute notre Moi, j'ai jury eu du le mal à les plus sévère. départager, les deux. Alors. J'ai eu du mal à les départager. Bien sûr, j'ai aimé l'expérience consommateur chez Whole Foods, parce que j'aime la bouffe aussi, et la kitchen, là, où on peut préparer, acheter des choses, en fait, est merveilleuse. Mais en même temps, j'ai trouvé que le passage du monde pur digital au monde physique, là, qu'est en train de faire Amazon, ou tente Amazon, est très intéressant. Donc, petite différence en faveur d'Amazon, 8 versus 7. Voilà. 8 pour Amazon Book et 7 pour Whole Foods. Voilà. Sachant que les deux, c'est un peu Amazon quand même. Voilà. Ok, très bien, merci. Je vous rappelle, là, vous avez normalement une dernière question qui vous permet, si vous ne l'avez pas fait, eh ben, de choisir effectivement votre champion parmi la liste complète. Et je voudrais, avant de découvrir effectivement le classement des experts, déjà vous remercier une première fois d'avoir commenté. Et de regarder effectivement si tout est bon, quel a été le lauréat pour les experts. Donc normalement, si je le fais là, on doit avoir le lauréat. Et le lauréat, en fait, c'est Converse. Ça, je suis sûr que c'est Laurent qui a tiré vers le haut, effectivement, la note, qui sort loin devant, avec 2 ex-aequo qui sont Whole Foods et Shinola. Donc le storytelling et effectivement l'exécution parfaite d'un concept en magasin. Ceci dit, Whole Foods nous raconte un peu une histoire. Quand on est là, c'est très 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 joli aussi. Amazon arrive où? En 4e position. Sony est bon dernier et Adidas arrive avant-dernier. Donc ça n'a pas été la prime effectivement à la technologie pour la technologie. Et on est vraiment dans un produit de grande consommation et effectivement la personnalisation et la technique bien utilisée. Je vous propose de regarder, tiens, on va regarder un petit peu comment nos experts ont noté. Alors, sans surprise, la courbe orange, c'est Jean-François. Donc, un expert un petit peu sévère et qui n'hésite pas à mettre des bonnes notes, voire des mauvaises notes. Et Laurent, un peu plus du côté du consommateur, peut-être qui se laisse séduire et qui est plutôt indulgent. Et puis, Franck, effectivement, un expert mesuré avec une courbe qui n'a pas la variance de notre ami. Ce que je vous propose, effectivement, c'est un petit peu une conclusion. Est-ce que vous êtes surpris parce que, par ce classement, si on revient sur Converse? Tous les trois. Non, moi, il n'y a pas de surprise parce que c'est très juste. C'est-à-dire que sur Converse, en fait, nous, on a un regard critique tous les trois. Et en fait, sur Converse, on est dans le positif et tout fonctionne, quoi, en fait, et tout fonctionne bien. Et c'est vrai que ce critère-là, il est important parce que entre l'intention qu'on peut avoir et la réalité qu'on voit dans l'exécution, c'est important. Et c'est vrai que pour Amazon, même si moi j'ai très bien noté Amazon Books, je vous donne un détail, c'est qu'ils ont fait une révolution merchandising dans la librairie, c'est que tous les livres sont présentés avec leur couverture, en fait, face à vous, en fait. Vous n'êtes pas dans une bibliothèque et c'est par la tranche, quoi, en fait. Donc tous les livres sont présentés de face. Évidemment, vous mettez moins de produits parce que vous avez moins de place, en fait, pour exposer les produits. Le problème, c'est que, en fait, il y a très très peu de profondeur sur la bibliothèque et sur le merchandising. Donc vous avez 2-3 livres en fait en profondeur. Donc dès qu'il y a un produit qui se vend, s'il n'y a pas du personnel derrière pour remettre, vous avez la couverture, elle n'est plus là, quoi, en fait, parce que les gens ont pris le dernier qui reste. Et en fait, il y a pas mal de ruptures. Et donc ça, c'est un problème. On voit qu'ils n'ont pas l'habitude
du retail et qu'il y a encore des points d'exécution sur lesquels ils doivent progresser. Voilà. Jean-François, Laurent, que ce soit le mauvais classement de Sony, par exemple. La faute à Jean-François. Non, que dire, Non, mais je trouvais que c'était un peu trop facile aussi hein, de mettre juste de la technologie et de ne pas essayer de travailler sa marque, en fait, l'ADN de sa marque, comme l'a pu le faire Converse, en fait. J'étais plus sensible à ça, en fait. Laurent, ce premier classement des experts, content d'avoir hissé Converse au sommet. Non, parce qu'il y en a d'autres que j'aimais bien. Mais c'est vrai que pour reprendre sur Sony, qui en plus est en bas de mon bureau aux États-Unis, à New York, c'était pas créateur d'émotion finalement, malgré une puissance très forte en technologie. Donc ça, c'est un truc qui vous interroge sur l'importance du retail, hein, de la mise en valeur, de l'expertise hein, de cette marque, qui était très clairement insuffisante. Pour laisser un petit peu de temps, effectivement, Régie, là, sur la compilation des notes, dans 2 minutes, me dit-on. Effectivement, peut-être, pour ceux qui resteront avec nous, et je vous encourage à le faire après cette conférence, on va avoir effectivement un sujet passionnant sur le sens. Et en fait, on voit des magasins, on voit de l'innovation, et la question c'est, est-ce que l'innovation va toujours dans le sens? Et peut-être un petit teaser, mon ami, pour effectivement laisser le temps à la régie de compiler des chiffres sur cette deuxième conférence qui arrive. 5 minutes, on fera un petit break de 5 minutes, après celle-ci et après la présentation du classement général. Si on regarde ici, on a vu le storytelling. Si on allait mettre un petit peu de sens dans tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, si on regarde sur, c'est encore une autre vision en fait et un autre regard en fait sur le sens. Par rapport à ce qu'on a dit sur Sony, c'est assez juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sens en fait à ça. C'est-à-dire ils présentent leurs produits, ils présentent la technologie, et puis en fait, vous faites l'expérience ou vous la faites pas. Quand vous la faites pas, d'ailleurs, vous notez beaucoup plus difficilement. Après, on voit que Shinola, tout repose sur le sens. Parce que s'il n'y a pas derrière quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui veut relancer une activité, qui veut créer des emplois, ou en tout cas sauvegarder des emplois, raconter une histoire, favoriser la production locale, enfin, etc. Tout ça, ça tourne autour du sens. Donc Shinola, c'est un pur exemple de sens. Amazon Books, alors c'est très intéressant parce que sur le sens, en fait, il y a une vraie alternative à la librairie, c'est de dire qu'à un moment donné, quand vous ne connaissez pas, si vous voulez offrir, par exemple, une BD à un passionné de BD et que vous ne connaissez rien à la BD, le fait de voir que la BD, elle a été notée à 4,8 en moyenne sur Amazon, ça vous rassure aussi un peu. Donc c'est une autre façon aussi de donner du sens. Et puis sur Whole Foods, c'est la création de Whole Foods, elle repose là-dessus. C'est-à-dire c'est de donner du sens à l'alimentaire et à l'alimentation et de dire il y a un lien entre l'alimentation et la santé. Alors maintenant, tout le monde est convaincu de ça. On est en 2018. On commence, oui, heureusement, quand vous remettez les choses en 1984, et je rappelle que dans certains États américains, vous avez des taux d'obésité qui sont à peu près à 40%, et que vous créez une chaîne dans l'alimentaire en 84, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça, et vous travaillez déjà sur le sens que vous pouvez donner à votre activité. Ok, merci beaucoup pour ces quelques mots. Je vous propose de regarder sur la slide suivante, en fait, le résultat des auditeurs. Et bien, effectivement, il y a une sorte de convergence. On voit que Converse haut la main a été publicité par le public, suivi de Shinola. Sony, effectivement, a eu un petit peu de mal. Adidas, un petit peu aussi. Et Amazon Books n'a pas convaincu. Whole Foods, un peu plus, qui est en 3e position. Donc, effectivement, on va bientôt pouvoir savoir quel est le magasin, effectivement. Si on pouvait rester là-dessus. Donc, quel est celui, effectivement, quand on va combiner les notes. Et si on regarde maintenant, effet dramatique, vous pouvez passer à la diapo suivante. Et on a la diapo suivante, en fait. Et oui, c'est Converse qui, effectivement, a gagné. Donc, cumulé des deux, et ce n'était pas une surprise, comme il était premier les 2 fois, ça n'a pas toujours été le cas. Converse qui remporte ce modeste prix du magasin le plus remarquable de New York. On essaye d'en choisir 6 chaque année.
on sera là l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura encore une mission NRF et des magasins à visiter pour l'année prochaine? Il y a plein de magasins à visiter, c'est-à-dire qu'à New York, c'est une sorte de labo du retail, avec toutes les choses positives qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y a en permanence de l'innovation, et avec toutes les choses négatives aussi qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ça tourne en permanence, et donc ce que vous pouvez trouver innovant en janvier 2018, en janvier 2019, ça sera dépassé ou fermé. Ou fermé, effectivement. Donc ceux qui veulent aller voir par eux-mêmes, foncez effectivement à New York en janvier prochain. Sinon, vous reviendrez effectivement au mois d'octobre sur ce salon pour découvrir ce qu'on vous aura sélectionné. Un grand merci à vous tous et ceux qui étaient derrière leurs écrans pour regarder effectivement cette émission. Merci de votre participation. Merci à nos 3 experts qu'on peut applaudir. Et de même cas, d'ailleurs, vous vous applaudirez pour vos sélections. Et si vous le voulez, on se donne rendez-vous dans 5 petites minutes, un petit peu plus de 5 minutes, pour la prochaine conférence sur le sens, où Laurent nous fera une présentation effectivement Kantar sur l'évolution des grandes tendances de consommation. Et ensemble, nous échangerons effectivement sur ces enseignements et nous vous présenterons 3 cas français particulièrement, pas que français d'ailleurs, particulièrement intéressants du point de vue du sens. Merci beaucoup.